pour être honnête avec tout le monde, moi, je pourrais dire déjà que je trouve que l'agitation autour du code électoral, pour moi, est un exercice futile. Et ce, pour une raison très simple. Et je le dis depuis des années, le code électoral n'est que la partie visible de l'iceberg de nos problèmes. Notre problème fondamental, ou plutôt notre malheur, est que notre pays a été pris en otage par un homme qui est dépourvu de boussole morale, un homme qui est sans éthique et prêt à tout pour accaparer les ressources de notre pays. Dans ce contexte, il ne faut pas rêver d'élections transparentes, libres et équitables. D'où mon fait que quand je pense que le débat autour du code électoral doit aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on a en face de nous un système, quelqu'un qui ne croit en rien du tout, et le reste de la population essaie de jouer un jeu transparent. Donc, en parlant d'élection, nous ne faisons que légitimer la supercherie. Je tenais vraiment à le dire, mais malgré cela, on est obligé d'analyser le contenu de ce code électoral, ce que je crois le ministre Pianotin pourra faire très bien. Voilà moi ce que je pense personnellement. Même les événements de ces derniers jours, de mon point de vue, me donnent raison. Cela dit, je vais essayer de faire une synthèse de la situation du Bénin et mettre en lumière nos défis politiques, économiques et sociaux. Ces défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Déjà, pour parler de la situation du Bénin, moi, je crois qu'on peut la résumer en 5 grands éléments. Le recul de la démocratie, la suppression des libertés, les manipulations économiques et la corruption. Et aussi, on parlera du trafic de drogue et de blanchiment d'argent parce que c'est important, tout cela est impliqué. Et finalement, on parlera de relations internationales, de la position diplomatique du Bénin dans le monde et la perception du reste du monde vis-à-vis du Bénin. En plus de cela, évidemment, on parlera de cette nouvelle loi électorale qui est contestée. Donc, pour commencer par le recul démocratique, depuis 2016, et on le sait, on n'a pas besoin de le répéter, il y a eu une érosion significative des fondements démocratiques du pays. Le pouvoir de Patrice Talon a systématiquement marginalisé l'opposition. La modification des lois électorales ont rendu beaucoup plus difficile la suivi même des partis et leur existence, si je dois me dire. Par exemple, on a parlé de la modification des lois électorales depuis l'arrivée de Patrice Talon. Mais il y a aussi la restriction des médias et répression des voix dissidentes. Le gouvernement de Talon a également imposé des lois médiatiques très strictes, criminalisant les critiques vis-à-vis de tous ceux qui ont, comment dirais-je, le courage de critiquer le gouvernement. On a utilisé la force contre les opposants politiques. Mais ce qui est dommage dans ce processus, c'est que ceux qui ont été instrumentalisés, je veux parler des forces de sécurité béninoises, aucun d'entre eux n'a été vraiment réprimé. Et je parle de ceux qui ont tiré dans la foule pendant les élections dernières et les élections d'avant. Donc, cet état de choses crée une certaine peur. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, que ces gens ne seraient pas passés devant la justice, qu'on les aurait, comment dirais-je, emprisonnés ou bien qu'on leur aurait mis le grappin dessus, cette peur demeure. Ça veut dire qu'il y a une certaine impunité. Il y a aussi la force contre les opposants politiques. Il y a aussi évidemment l'ingérence du pouvoir dans le système judiciaire. Et ceci, c'est, comment dirais-je,
ça a été exacerbé quand Maître Diogbenu est passé de maître et défenseur de talons au ministère de la Justice, où elle était le ministre de la Justice. Et plus tard, il est devenu le président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle. Ces éléments ont fait qu'il a créé pour le pouvoir et pour son maître, Patrice Talon, les conditions de répression du Bénin, dont la criette a été l'instrument. Donc, ça, c'est sur le plan démocratique. Qu'est-ce qui a sapé notre base démocratique? Maintenant, quand ils ont sapé la base démocratique, ils se sont attaqués à nos libertés. Et surtout parce que l'acte qui a créé la criette, c'est cette criette-là maintenant qu'ils ont instrumentalisée pour s'attaquer à nos libertés. Donc, on parle du harcèlement des journalistes. On a vu plusieurs journalistes. Même, il y a eu une enquête de M. Awansé sur les tueries hors, comment dirais-je, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, mais qu'à cause de tout ça, on intimide ceux qui écrivent, ceux qui ont encore le courage de parler. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise la criette pour ça. On vous envoie la criette, soit on vous met en garde à vue, soit le seul fait de vous envoyer la criette, on vous amène à vous auto-censurer. Ça, c'est au niveau des journalistes et des opposants ou des activistes. Bon, si on n'a pas réussi à le faire et on vous a mis en prison, donc on ne peut pas vous mettre en prison, on vous envoie en exil parce que vous parlez trop. Et je crois que beaucoup d'entre nous sont parmi ici présents, sont dans cette catégorie. Et aussi, on a une répression des manifestations et des droits civiques. Et l'exemple de ce week-end où les syndicalistes ont voulu marcher et il y a eu des répressions. Donc ça, c'est les instruments qu'ils utilisent pour vraiment supprimer les libertés des Béninois. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un système qui est basé sur au moins 3 éléments. Il y a la démocratie où on rentre dans le système électoral, on le sape. Maintenant, il y a les libertés qu'on sape. Mais au-delà de ça, ce qui fait avancer tout ça là, c'est les manipulations économiques et la corruption qui font que même de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on nous montre des chiffres économiques qui sont basés sur le mensonge. Par exemple, moi, je dirais que le président Talon, quand vous faites une analyse de la manipulation économique, le président Talon est impliqué dans des manifestations financières et de la corruption avec des conflits d'intérêts manifestes dans la gestion des finances et des projets d'infrastructure. Au Bénin, plusieurs secteurs clés de l'économie sont fortement contrôlés par les entreprises liées au chef de l'État ou à son entourage. Et ça soulève des préoccupations en matière de corruption, de conflits d'intérêts et de népotisme, mais aussi de la malgouvernance. Par exemple, dans le secteur du tourisme, et ça, moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Banque mondiale qui le dit, et je reprends. Les entreprises proches du pouvoir bénéficient souvent de contrats pour le développement de sites touristiques, restreignant la compétitivité et la transparence et empêchant une croissance équitable du secteur. Donc, vous voyez, les gens vous parlent de route ou bien qu'on est en train de faire, comment dirais-je, la route des pêches, qu'on est en train de développer le tourisme. Mais tout ça là, ça profite au chef de l'État ou aux entreprises proches de lui. Dans le secteur agricole, toujours la Banque mondiale dit, des interventions gouvernementales ont favorisé des entités proches du président, notamment dans le secteur du coton. On se rappelle que une semaine après leur prise du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert, d'abord on a payé toutes les dettes des sociétés du président de la République et on a ouvert des crédits.
et ce qui continue chaque année. Chaque fois qu'on vous dit que on ouvre des crédits agricoles pour les cotonculteurs, c'est-à-dire qu'on met de l'argent dans la poche de M. Patrice Talon. C'est aussi simple que ça. Dans le secteur du transport, même chose. Quand on vous parle d'Atral, mais aussi au port, Benin Control. Même la gestion des ressources humaines des fonctionnaires, je vous l'ai dit, elle est faite dans l'intérêt des entreprises qui sont proches ou des entreprises du chef de l'État. Donc, les gens nous parlent aussi des routes. On vous dira, à chaque fois, on vous répétera, bon, et pourtant, il fait des routes. Est-ce qu'on a eu l'occasion de l'opacité autour de ces appels d'offres, l'ensemble d'appels d'offres, il n'y a pas, et comment est-ce qu'on attribue ces marchés, ça rentre aussi dans cette notion de corruption à la tête de l'État, au plus haut sommet de l'État. Mais on n'en parle pas parce que, encore une fois, la criette est là pour intimider et restreindre les velléités de revendication. Bon, on connaît, comment dirais-je, Benin Control, on ne sait jamais tout ce qu'on prend que comment dirais-je, cette société lève comme taxes et tarifs à nos frontières, aux entrées et au port et à l'aéroport. Il n'y a jamais eu de transparence sur comment est-ce que ça retourne dans les caisses de l'État. Et tous les jours, on est en train de faire des emprunts obligataires. Bon. Il y a un quatrième point dont on ne parle pas beaucoup, mais que je vais essayer d'aborder ici. C'est le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Il est important qu'on en parle. Depuis 2016, Cotonou est marqué à l'international comme un point de transit majeur pour les drogues provenant d'Amérique du Sud avec des saisies records de cocaïne. Et on sait que des hauts fonctionnaires ont été impliqués dans la facilitation du trafic de drogue, exacerbant ainsi le problème de corruption à des niveaux élevés. Selon un rapport du New York Center for Foreign Policy Affairs, mentionné dans le cadre de l'Act Global Magnitsky, le président Patrice Talon est accusé, et je répète, accusé de diriger le gouvernement du Bénin comme une organisation criminelle. Les accusations portent sur des activités telles que des tentatives de meurtre, le blanchiment d'argent, les assassinats politiques, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et d'autres activités illicites. Ces accusations peuvent avoir l'air d'être des affabulations ou bien même donner le haut du cœur à certaines personnes et à tous ceux qui m'entendent le dire. Et pourtant, c'est vérifié. Quand on parle par exemple, de trafic humain, ce n'est pas nécessairement dire qu'on arrête les gens, mais je vais vous donner un exemple. Il y a une affaire avec Soumanou Moudjaïdou, je crois qu'il est au Koweït, où il y a des gens qui ont été trafiqués, parce que c'est des termes techniques, il faut qu'on les utilise, qui ont été trafiqués du Bénin pour le Koweït, avec l'implication de l'ambassadeur. Si vous avez suivi les activités pendant ce temps-là, il y a cet élément-là. Quand on parle, par exemple, de blanchiment d'argent, c'est clair, parce que si presque tous les 3 mois, on va sur le marché, et je vais même juste parler du marché de la sous-région des emprunts, pour prendre de l'argent, ça veut dire quoi? On émet des obligations. Ces obligations sont émises, donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des, comment dirais-je, des citoyens de cette zone qui investissent, donc ils rachètent ces obligations-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 80% des obligations qui sont émises dans la sous-région sont rachetées par des Béninois ou bien des sociétés béninoises.
Ça veut dire quoi? Que l'argent est dans le pays, on le sort, on le met sur le marché de la sous-région. Mais qui sont ceux qui rachètent ces obligations? C'est toujours ceux qui sont dans le pays là. Ça, c'est ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Donc, je peux donner ces exemples-là pour montrer que quand je parle de blanchiment d'argent, de trafic, comment dirais-je, d'êtres humains, c'est des choses qui sont basées sur des faits réels au Bénin. En parlant de trafic de drogue, par exemple, la même enquête du New York Center a démontré que certains barons de drogue en Amérique du Sud ont des liens avec des sociétés du chef de l'État. Ça a été prouvé. Donc, il est important qu'on se dise que dans un pays où le premier des citoyens a de sa acquaintance, on perd une crédibilité. Donc, même sur le trafic de cocaïne, le Bénin est devenu, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui le dit, le Bénin est devenu un point de transit important pour le trafic de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a signalé une augmentation des activités de trafic de drogue dans la région, soulignant le rôle du Bénin dans ces réseaux-là. On a saisi des quantités importantes de drogue au Bénin. Et encore, ce rapport dit qu'il y a des implications de hauts fonctionnaires. Il existe des allégations et des préoccupations concernant l'implication de hauts fonctionnaires dans la facilitation du trafic de drogue, ce qui aggrave les défis de corruption au sein du pays, bien que les noms spécifiques et les détails restent souvent confidentiels. Arrestation pour blanchiment d'argent. Les autorités européennes ont mené des opérations aboutissant à l'arrestation d'individus impliqués dans le blanchiment d'argent liés au réseau de trafic de drogue opérant via le Bénin. Donc, il faut que ça, c'est l'état actuel de notre pays. Je vais essayer de faire un tout petit peu de clarification parce que ce que M. Biao vient de dire est important. Et je crois que quelqu'un d'autre l'avait précédé quand on parle de nos fonctionnaires au pays. Il faut comprendre, et si je dois prendre les deux exemples qu'il a cités de Dorothée Sosa et de Djobénou, il faut comprendre que ce sont des obligés de talons. Par exemple, quand vous revenez en arrière, parce qu'on a la mémoire courte au Bénin, hein, quand vous revenez en arrière, monsieur, le professeur Dorothée Sosa, je crois qu'il était au secrétariat de l'OADA, et enfin d'une des cours qui était basée au Cameroun. Et la plupart des litigations, comment dirais-je, d'affaires que Talon a eu contre le gouvernement béninois, surtout dans ces histoires de coton, se sont résolus où? À l'OADA. Et comment pour Talon? La plupart, il les a gagnés. Comment il les a gagnés? Parce que le professeur Sosa était là-bas. Donc, le Béninois, on a un peu la mémoire courte, ou bien même on ne fait pas le parallèle à les choses-là. Je me rappelle qu'au cours d'une séance, il y a d'une discussion, bien avant qu'on ne parle du code électoral, je discutais avec quelqu'un et la personne me dit non, on peut compter sur M. Sosa parce qu'il a l'air. Je dis non, regardez monsieur, ce n'est pas une question de. Quand vous regardez, ce qui est prédictif de quelqu'un, c'est son parcours et surtout, comment dirais-je, son expérience acquise. Ce n'est pas, le comportement de quelqu'un n'est jamais un comportement qui sort d'un vase clos. C'est un comportement qu'il a déjà transmis quelque part. Même chose, mais pour le professeur Djobénou, c'est carrément un taré. Ça, il faut le dire. Parce qu'en tant que ministre de la Justice, il a pris des lois, c'est-à-dire que même un élève en droit ne peut pas prendre ces droits-là. C'est-à-dire que lui, il utilise la loi pour faire passer ce qu'il veut faire passer et il s'en fout de ce qu'on appelle, comment dirais-je, les cas précédents. Il s'en fout de tout ce qui peut. C'est-à-dire que ce n'est pas un intellectuel. Moi, je dis que c'est un cancre.
Ok, monsieur Omar, on va continuer. Donc, maintenant, je vais essayer de voir. Si je dois revenir sur quelque chose, moi, je voudrais en appeler, faire quelques constats simples. Constats dans le sens de l'éthique et tout ça là, pour dire quelque chose, pour nos politiciens, mais aussi les fonctionnaires et tout ça, ils n'ont qu'à réaliser quelque chose. Tous ceux qui avaient un minimum de crédibilité au Bénin et qui se sont frottés à talons, sans exception, ils sont où maintenant? Au départ, on a vu des gens qui sont passés avec leur nouvelle conscience. Je voulais parler de Koupaki. On a vu Biochane. On a vu tous ces cadres sur qui on se disait qu'ils ont un minimum de conscience ou bien un minimum d'éthique. Ils sont où? Parce qu'ils se sont frottés à talons. Et ce que je veux dire par là, même les gens qui sont proches, qui sont les, comment on dit, les associés de Talon, en ce moment-là, ils sont dans une guerre fratricide contre Talon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément Talon est toxique. Et tous ceux de l'opposition, ou bien qui sont au Parlement et qui rêvent d'être absous par Talon d'une manière ou d'une autre, bien des projets de Talon, leur avenir est là. Ils n'ont qu'à regarder ça en face. On ne change pas du jour au lendemain. Comme on dit en fond, que je suis quelqu'un de nouveau. On ne peut. C'est-à-dire que c'est le sort qui leur est réservé ça. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour qu'ils prennent en main leur propre destin. Parce qu'on a vu des gens qui disent, qui pensent résolument qu'ils veulent aller aux élections, pas nécessairement parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner, mais pour exister dans le système. La seule personne qui existe dans le système Talon, c'est Talon. Personne d'autre n'existe dans ce système. Donc, je voulais qu'ils réfléchissent dessus. Et mon dernier mot, c'est à l'endroit des prisonniers politiques. Et je veux parler de ma sœur Madougou, mais aussi de mon frère, le professeur Aïvo, et tous les autres au goût, les jeunes étudiants qui sont en ce moment en prison. Moi, je crois fermement que notre attention devait être à ce niveau-là. On devrait se battre pour qu'ils sortent de là où ils sont. Et aussi aux exilés. Mais le problème, c'est qu'on a des faux frères dans le système au Bénin que ça n'arrange pas. Que ces gens-là sortent ou bien que les exilés rentrent parce que, comme on dit, quand ces gens seront là ou bien seront des acteurs, eux, ils vont disparaître. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité. Donc, il vaut mieux que ceux qui sont conscients de cette nature-là, ils fassent tout ce qu'ils peuvent à leur niveau pour pousser l'agenda que les prisonniers politiques sortent et que les exilés rentrent. C'est tout ce que moi je peux dire par là. Et par rapport, un dernier point, la guerre fratricide. On a vu ce week-end les syndicats aller au chaudron. Moi, j'aime bien me poser la question, pour le compte de qui? Parce que ça fait depuis 2016 qu'on les attendait au chaudron. Et c'est maintenant que Boko et Talon se battent que tout le monde s'agite. Soyons sérieux entre nous-mêmes. Soyons sérieux. C'est tout ce que moi, c'est sur ça que moi, je veux laisser les gens. Réfléchissez. On ne peut pas changer comment dire, les acteurs et garder le même système. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur Bisseron, votre micro est fermé. Monsieur Bisseron, votre... OK. Désolé, je voulais donc savoir si vous allez ouvrir une deuxième liste ou Oui, pas. oui, mais ça va Parce être que j'aimerais vraiment... bien prendre la...